Kafna cette peau. À nous les rayonnés, nous la ni là pour représenter. Un identité. Nous ne connaissons même plus qui ça nous l'est. Don Calvato nous l'a laissé. Mon cœur pleure mes frères Kanak. Qui décide si Kanaki est encore une colonie? Le désaccord de Bougival a mis le pays à sang. Mais qui sont-ils pour défier les lois de la logique? Selon Colomb le Christophe, qui décide de découvrir un continent déjà occupé par ses habitants? Qui sont-ils, l'arme à la main et le livre dans l'autre, pour se sentir au-dessus de tout, au-dessus de nous? Mais qui sont-ils pour inventer des théories qui profitent à qui? Craniométrie qui craint. Votre science défie ma bienséance. 1947, Madagascar. Je suis du côté des révoltés. Je serai l'œuf d'autruche contre les cailloux de l'impérialisme. Mon cœur pleure l'injustice. Mon cœur pleure cette mère illégitime qui nous a adoptés de force. Telle une famille d'accueil maltraitante qui a déjoué les rouages de l'aide sociale à l'enfance. Je suis cet enfant qui a perdu ses parents. La cale du bateau négrier fut mon placenta. La révolte brûle dans mes veines. Comme l'envie de retrouver cette mère illégitime à qui on m'a arraché, lorsque dans ma bouche, le bout de ses seins, j'avais encore le lait. Mon vernix caseosa sent encore la putréfaction de votre route des Indes. J'arrache ce cordon qui m'étrangle et je pousse le cri de l'indépendance. Merci beaucoup Zéla pour ce poème. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, il y aura une intervention de Batoul, qui nous a rejoint maintenant depuis 4 ans et qui fait partie de Kaubuntu, qui s'occupe notamment de la communication du mouvement, qui est responsable du groupe des Marronnes, que sans doute peut-être certains d'entre vous suivent sur les réseaux sociaux. Et donc Batoul, elle va commencer par introduire le sujet et en même temps aussi présenter les différents crimes coloniaux qu'il y a pu y avoir et la résistance aussi, notamment suite à cette prétendue départementalisation. Donc je vous demande de l'applaudir. À La Réunion, nous sommes un peuple avec une histoire, avec des ancêtres, avec des combattants et des combattantes, et notre peuple mérite d'être libre et souverain. Kaubuntu est un mouvement politique fondé en 2020 par 3 Réunionnais. Notre point de départ repose sur un constat sans appel. L'île de la Réunion est encore une colonie française. À partir de ce constat, Kaubuntu a décidé de reprendre le combat pour l'indépendance mené bien avant nous par nos ancêtres marrons qui, à l'époque de l'esclavage, avaient arraché leur liberté et établi un royaume marron sur l'île, une société autonome. Pour Kaubuntu, les premiers indépendantistes, c'était eux. Par la suite, nous avons eu Serge Sinamale et Jean-Baptiste Ponama, leaders du mouvement pour l'indépendance de la Réunion, donc le MIR, qui a été fondé en 1981. Notre mouvement politique repose sur 5 piliers. Le premier, activer la conscience historique et politique de notre peuple. Le deuxième, défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afrodescendants. Le troisième, mettre en place le panafricanisme, c'est-à-dire l'unité africaine dans les domaines économiques, diplomatiques et militaires. Le quatrième, qui est l'internationalisme, c'est-à-dire la solidarité avec tous les peuples qui sont actuellement en train de lutter contre l'impérialisme. Donc on pense à la Palestine, on pense à la Kanaki, on pense à l'Iran, entre autres. Et bien entendu, arracher l'indépendance de notre pays, la Réunion. Et là, je voudrais citer Serge Sinamale qui disait en 1979 « Nous ne sommes pas français. Nous sommes réunionnais et nous voulons agir, penser et vivre en réunionnais. C'est précisément pour cela que nous luttons aujourd'hui à Kaubuntu. Nous avons décidé d'organiser cet événement aujourd'hui parce que le récit colonial français, quand on parle de la départementalisation de 1946, elle aurait mis fin à cette colonisation. Et 80 ans après, on nous demande de célébrer cette date.
Cette loi, qui a été portée par les députés des quatre vieilles colonies, Aimé Césaire en Martinique et en était le rapporteur, pour La Réunion, les députés de l'époque étaient Raymond Vergès du PCF et Léon de Lupervenche. Les anciens qui ont lutté pour la départementalisation alors ce qu'ils souhaitaient. Donc ils voulaient vraiment une égalité entre la France et les dernières colonies. Enfin, l'objectif c'était vraiment d'améliorer les conditions matérielles des différents peuples. Alors, ce qui est important de noter, c'est que leur action s'inscrivait vraiment dans une stratégie d'intégration républicaine sans reconnaître ni envisager le droit à l'autodétermination des peuples. Et aujourd'hui, à Kaubuntu, notre bilan est clair, la départementalisation n'est que la continuité de la colonisation. En fait, on a juste changé de nom. Donc, pour commencer, ce qui va être important, c'est quand même de reposer le contexte géopolitique de 1946. Donc en 1946, le monde sort à peine de la Seconde Guerre mondiale. Les grandes puissances qui étaient la France, le Royaume-Uni sont économiquement et militairement affaiblies. C'est dans ce contexte que l'ONU, qui est nouvellement créée, va inscrire dans sa charte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce principe va donc nourrir les luttes anticoloniales. Il y aura une intensification de ces luttes en Asie et en Afrique. À cela va s'ajouter la guerre froide qui est en train d'émerger, donc qui a émergé avec le discours de Fulton qui a été tenu par Churchill en mars 1946 et qui va vraiment marquer la rivalité entre les États-Unis et l'URSS, donc le bloc occidental versus le bloc communiste. Ici, donc, les territoires d'outre-mer deviennent des enjeux hautement stratégiques, donc les bases militaires avancées, des accès aux ressources naturelles, le contrôle des routes maritimes et bien entendu le rayonnement de la France d'un point de vue géopolitique mondial. Donc, pour la France, en 1946, perdre ces territoires, c'est perdre une partie de sa puissance sur la scène internationale. Ainsi, donc, en 1946, la France, en fait, elle doit prendre une décision. Sa réponse, elle est coloniale. Plutôt que d'accorder l'indépendance ou de proposer aux différentes colonies le choix de l'indépendance, elle intègre juridiquement ces territoires colonisés à la République. Ainsi, en faisant de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane des départements français. La France réalise ainsi ce qu'on peut appeler un tour de passe-passe juridique. Pourquoi un tour de passe-passe juridique? Parce qu'en fait, à ce moment-là, les territoires, ces colonies, sont désormais considérés comme pleinement intégrés dans la République, et donc ils échappent au chapitre 11 de la charte de l'ONU, qui obligeait les puissances coloniales à rendre des comptes. Donc quand on parle de rendre des comptes, c'est qu'ils devaient expliquer comment économiquement, socialement, quelles étaient les conditions sociales, quelle était la progression vers l'autonomie, et aussi travailler à ce que ces pays deviennent indépendants. Donc, sur le papier, en 1946, on ne parle effectivement plus de colonie, mais dans les faits, la réalité coloniale, elle reste la même. Donc, pour nous, à Kaubuntu, la départementalisation n'est pas un geste d'émancipation, c'est une stratégie pour la France de maintenir son contrôle colonial tout en échappant au regard international. Donc, avec ce tour de passe-passe, comme on l'a dit, juridique, elle décide donc de maintenir son contrôle sur les territoires considérés comme stratégiques, notamment dans l'océan Indien. Donc en 1946, qu'est-ce que fait la France? La France va dire aux Réunionnais, vous êtes désormais des citoyens français à part entière, la colonisation est terminée, vous avez les mêmes droits que n'importe quel Français dans n'importe quel département, mais cela clairement est un mensonge et on va le voir avec les différents crimes coloniaux qui ont été réalisés. Car sous couvert d'égalité républicaine, la France a continué à exercer sa domination en effaçant les identités, en contrôlant les corps et en continuant d'organiser une dépendance économique. Pour cette conférence, donc, nous avons souhaité revenir sur trois événements majeurs, le Bumidum, trois événements majeurs qui ont souvent été cachés ou ignorés, qui ont profondément marqué les mémoires et les corps du peuple réunionnais. Et donc du coup, pour nous, il était essentiel de parler du Bumidum, des avortements et stérilisations forcées, les enfants de la Creuse. Donc évidemment, pour des raisons de temps, on ne va pas pouvoir traiter ces différents sujets de manière exhaustive. L'idée, c'est vraiment de vous les présenter, mais on va essayer de faire dans un prochain temps, des conférences autour de ces thématiques. Le BIMIDOM. Donc le BIMIDOM, c'est le bureau
pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, qui a été créé en 1963 par Michel Debré. Michel Debré, retenez son nom, vous allez en entendre parler pendant toute la conférence. Alors, 1963, il est alors député de la Réunion sous De Gaulle. Son objectif officiel, pour lui, bien entendu, c'est organiser et financer l'émigration des jeunes de nos territoires vers la France, en leur promettant un billet. Donc un billet qui sera en réalité un aller sans retour, un logement, une formation, un emploi à la clé. Mais derrière cette façade sociale, il y a des objectifs politiques qui sont bien précis. Alors, pareil, on va redonner un peu de contexte. Le contexte pour la France, dans les années 60, est très tendu au niveau des colonies. Pourquoi? Parce qu'en 1959, quand on est à La Réunion, Paul Vergès va fonder le PCR, donc le Parti communiste réunionnais, qui va réclamer activement l'autonomie sur l'île. En parallèle, on a nos frères aux Antilles, où là, la situation est très bouillante. Il y a des émeutes qui éclatent à Fort-de-France, il y a des mouvements indépendantistes qui se structurent en Martinique et en Guadeloupe, notamment le Gong. Donc là, la France, elle a vraiment peur. Elle a peur que les idées autonomistes, que les idées indépendantistes, finalement, contaminent, pour eux, la jeunesse réunionnaise. Donc ici, le BUMIDUM va devenir un outil. L'objectif va être clairement d'éloigner physiquement les jeunes de ces pays, les couper de leurs terres, de leur culture et surtout de leur base sociale. Et bien entendu, et ce qui est vraiment le primordial pour l'État colonial, c'est vider les mouvements de contestation de leurs forces vives. Mais par contre, pour légitimer cette migration, il fallait bien créer un narratif. Donc le narratif de Debré, sa stratégie à lui, ça a été de théoriser que la Réunion est surpeuplée et que l'émigration est la seule solution. Alors on dit bien théoriser, car ce que Debré appelle surpopulation n'est en réalité pas une réalité démographique. C'est le résultat direct d'un choix politique posé dès 1945, celui de ne pas développer ni diversifier les industries locales. Donc en gros, on dit que c'est la population, il y a trop de population, mais c'est en réalité, vous n'avez rien fait d'un point de vue économique pour développer le pays, et là, vous faites porter le chapeau à la population. Donc ce n'est pas la population qui est en trop, c'est simplement une politique économique qui n'a pas créé les conditions nécessaires pour que la population puisse se développer à La Réunion. Et en plus, il faut bien noter, ce n'est pas un hasard, car pendant ce temps, en France, donc dans les années 60, c'est la période des 30 Glorieuses. Donc là, on est dans la fast life, période de forte croissance économique et d'augmentation du niveau de vie. Donc là, en France, ici, on a donc besoin de bras pour reconstruire, pour faire tourner les usines, les hôpitaux, les chantiers, etc. Ainsi, La Réunion et aussi les autres colonies deviennent un réservoir de main-d'œuvre, bon marché, donc ça c'est important, bon marché, pour l'État colonial. Moins de bras à La Réunion, moins de bras en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, etc. Plus de bras en France. Donc, plutôt que de remettre en cause la stratégie qui a été mise en place par la France, par ses propres choix, l'État colonial déplace juste la responsabilité, comme je l'ai dit, et fait porter le poids sur la population réunionnaise et les populations des autres colonies. Pour vous donner quelques chiffres, entre 1963 et 1981, on parle de 160 000 personnes des colonies qui sont déplacées vers la France. Pour La Réunion, on estime entre 60 et 70 000 concernés. Alors, 60 et 70 000, déjà c'est beaucoup, mais il faut juste remettre le nombre d'habitants qu'il y avait à La Réunion à l'époque. On était entre 300 000 et 400 000. Donc ça fait en fait une personne sur 5 qui était déplacée vers La Réunion, donc c'est vraiment énorme. Un génocide par substitution. Pourquoi c'était important pour nous de le nommer clairement? Aimé Césaire le dit en 1977, donc on est 31 ans, 31 ans après justement cette loi de 1946. Et en fait, Aimé Césaire reconnaît que c'était complètement une erreur, cette loi qui a été passée en 1946, qu'il n'y a pas une réelle égalité entre la France et les colonies, et qu'on assiste à un génocide par substitution. Alors, clairement, comment ça va se passer, ce génocide par substitution dans nos territoires? Donc, en fait, il va y avoir des agents de l'État qui vont sillonner en fait nos territoires, qui vont taper à toutes les portes, sur des personnes les plus vulnérables. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont promettre en fait aux familles un avenir qui va être meilleur. Et en parallèle, ce qui va se passer, c'est qu'on va inviter les Français à venir s'installer dans nos pays. Allez dans les Outre-mer, vous y trouverez un futur. Donc on voit qu'il y a un double discours entre les Réunionnais, allez là-bas,
la vie elle est géniale, et les Français on va leur dire bah, allez à la Réunion, allez en Guyane, peut-être pas en Guyane, allez à la Réunion, allez voilà, etc. Parce que voilà, votre futur est là-bas, et en fait ce qu'on remarque c'est que bah, c'est toujours une réalité aujourd'hui, en 2025, 26 d'ailleurs. Exploitation économique et sociale. Alors moi je veux juste revenir quand même rapidement sur le BUMIDOM, l'acronyme, parce que je l'ai dit au tout début mais j'ai envie de le rappeler là. BUMIDOM, Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Bon, outre-mer, même s'ils nous considèrent comme une ultra-périphérie, on va passer dessus, mais on va rester sur développement des migrations. Donc là, BUMIDOM, comme je l'ai dit, c'était 1963, donc après la soi-disant égalité entre la France et les colonies. Et en fait, on parle de migration. On nous définit comme étant des migrants. Donc les Réunionnais sont, et comme les Guyanais, les Guadeloupéens, etc., sont considérés comme des étrangers, comme des migrants. Et lorsqu'on parle de développement, parce que là aussi dans le titre, dans l'acronyme on parle de développement, la question qu'on peut se poser, je l'ai noté peut-être un petit peu en trop petit, à qui profite le crime? Alors on a retrouvé une coupure, c'est paru dans un journal français, où là justement on va voir le paradoxe, on parle des licenciements massifs qu'on va connaître chez Peugeot, Simca, et en fait en parallèle on va recruter des jeunes réunionnais. Alors c'est pas une blague, mais j'ai mis réunionnais égale animaux. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on voit dans le titre, on parle de cargaison de jeunes réunionnais. Pardon. Donc là, on voit clairement qu'en fait, on utilise les Réunionnais parce qu'on souhaite les exploiter, qu'on ne les considère pas. Moi, j'ai mis animaux, mais on peut parler de biens meubles quand si on veut faire référence au code noir, que certains doivent connaître. Donc clairement, on voit que les Réunionnais, c'est juste vu en fait comme une manne financière qui va permettre à des gros capitalistes de faire encore plus d'argent en exploitant cette main-d'œuvre. Ce qu'il faut aussi noter, alors intersection, classe, genre et race, on va passer rapidement dessus, mais bien évidemment tout ça, il y a la classe, il y a le genre et il y a la race qui va se mélanger. Les hommes, on va les mettre dans les usines, on va les faire travailler à la RATP, sur les chantiers, etc. Et les dames, voilà, on va leur apprendre à faire le ménage, on va leur apprendre à faire à manger à la française. On n'est pas là pour ramener trop d'exotisme, donc on va leur apprendre à faire à manger à la française. Donc on va les retrouver aussi en tant qu'aides-soignantes, etc. Donc là, vraiment, on voit qu'on est dans une intersection et que clairement, on n'est pas là pour... Enfin, les Réunionnais, quand ils arrivent en France, c'est pas pour justement profiter des meilleurs jobs, des meilleurs emplois, comme on leur avait dit quand ils étaient à La Réunion. Un système raciste. Donc un système raciste, pourquoi? Déjà, ce qui est intéressant, alors là, c'est des captures d'écran que j'ai chopées en regardant une conférence d'un professeur de Paris 8, où justement, il faisait une intervention sur le BUMIDOM, et en fait, il avait repris un compte-rendu entre le BUMIDOM, le CNAM, Chrysler, donc une grosse boîte capitaliste à l'époque, et le ministère de la Défense nationale. Et en fait, ce qu'on lit et ce qu'on voit clairement, c'est qu'en fait, les Réunionnais, mais c'était la même chose pour les autres, on les considère comme des étrangers, ils ont barré autres, mais on les considère clairement d'un point de vue institutionnel comme des étrangers. Et on voit ce qu'a subi du coup aussi les Réunionnais quand ils sont arrivés en France, le racisme qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui était bien prégnant, parce que même dans les rapports, ça ne les gêne pas de dire les propriétaires de logements ne font pas la différence entre migrants étrangers et migrants français. Une seule chose compte, la couleur de peau. Donc on imagine aussi comment en fait les Réunionnais, en plus il y a aussi quelque chose de très paradoxal, c'est que le Réunionnais, pour beaucoup, n'est jamais sorti de la Réunion. Donc quand il arrive en France, il se rend compte que il est noir, on le considère comme noir, on ne le considère pas comme français, voilà, et que c'est qu'un migrant parmi tant d'autres, de la même façon que les Turcs, les Marocains, les Espagnols, etc. Donc il se prend quand même ce bâton, ce retour de bâton qui, en gros, en fait, on n'est pas vos égaux. Alors, que je retrouve mes notes, parce que du coup j'en suis là. Voilà. Donc pour nous, clairement, le BUMIDOM c'est un crime d'État, c'est un mensonge, c'est tout ce que vous voulez. Le BUMIDOM a vraiment n'a pas servi à développer personne à La Réunion, n'a servi qu'à développer les intérêts capitalistes de la France. Il a exilé notre force vive, il a maintenu La Réunion dans la dépendance exactement comme le pacte colonial a toujours finalement exigé, donc rien ne change, car une population déracinée, dispersée,
coupé de sa terre et de sa culture, ne peut pas se battre pour son indépendance. Et c'est précisément ce que la France voulait. Donc, comme on vient de le voir, le Bubidome, qu'est-ce qu'a fait le Bubidome? Il a contrôlé finalement qui quitte le pays. Mais l'État colonial français va plus loin, il va maintenant s'attaquer directement au corps des femmes réunionnaises en contrôlant maintenant pas qui quitte, mais qui peut naître. Donc dans les années 70, qu'est-ce que va faire l'État français? L'État français va mener à la Réunion une politique antinataliste, c'est-à-dire une politique délibérée de réduction des naissances. Alors comme toujours, ce que va faire la France, elle va commencer par créer encore une fois un imaginaire qui lui soit bien entendu favorable avant de mettre en place ses politiques criminelles. Donc en fait, ce qui va se passer sur l'île de la Réunion, on va voir placarder un peu partout sur les murs de l'île des slogans. Donc les slogans vont être les suivants: un enfant ça va, 2 ça va encore, 3 assez ça suffit. Il y aura une propagande même au niveau des affiches qui vont être placardées un peu partout sur l'île de la Réunion, avec des têtes d'enfants confinés dans une boîte de sardines de la marque Robert. Donc pour les Réunionnais, vous avez la référence. Le message est clair, il y a trop de Réunionnais, les Réunionnaises font trop d'enfants. Alors, et cet imaginaire qui va être fabriqué va servir à justifier ce qui va arriver. Donc le contexte, c'est quoi donc, en 1960 ? Donc, dans la clinique du docteur Moreau, donc à Saint-Benoît, il y a des médecins qui vont dans le plus grand des calmes avorter et stériliser des femmes sans les prévenir, donc sans leur consentement. Je vais vous lire le témoignage d'une victime qui s'appelle Valérie. On la verra aussi à la fin en vidéo. À l'époque, j'étais enceinte de 2 mois, j'avais mal sur le côté et je suis allée voir le docteur Moreau. Au lieu de l'appendice, ils m'ont retiré mon enfant. Une autre victime, alors elle, pas de l'avortement, mais de la stérilisation, en sachant que des fois, ils avortaient et stérilisaient en même temps. Donc là, la victime dit, on a fait avec moi, comme avec un animal, ce qu'on a voulu, sans me consulter et sans consulter mon mari. Donc de la même façon, en fait, la personne dit, on me traite comme un animal, on n'a pas pris en considération pour cette stérilisation, en sachant que une fois qu'on est stérilisé, il n'y a pas de machine, pas de retour en arrière. Donc, les femmes réunionnaises sont vues comme intellectuellement faibles, débiles. Donc ça, c'est vraiment des mots qu'on va retrouver dans des rapports, et c'est comme ça que les médecins les définissent. Donc, comme je l'ai dit dans des rapports, et d'ailleurs, je vous invite à lire, le livre Le ventre des femmes de Françoise Vergès, qui traite de cette affaire de manière assez condensée. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à lire le travail qu'a réalisé Myriam Paris. Vous pouvez retrouver en fait ses travaux sur le web, donc n'hésitez pas vraiment à les lire. Donc, pour la seule année 1969, si on veut donner un peu de chiffres, la clinique a effectué plus d'1 millier d'interventions. Sur ce millier d'interventions gynécologiques, 844 avortements, donc qui étaient illégaux. Certaines opérations sont pratiquées sur des femmes enceintes de 6 à 8 mois. Donc là, on ne se parle pas de petits embryons, 6 à 8 mois, la taille, c'est ça, c'est un bébé, quoi. Donc là, je vais vous partager le témoignage d'une aide-soignante de la clinique qui disait, alors franchement, c'est un petit peu dur à dire, mais bon, on mettait une laminaire jusqu'à ce que le col soit dilaté et que l'enfant descende. Le fœtus, on l'amenait à la maternité, il y avait une incinération et on le faisait brûler. Il n'y avait plus de traces. Donc là, on peut imaginer le trauma pour les femmes, pour ses pères aussi, parce qu'ils perdent leurs enfants, que ce soit pour les actes barbares d'avortement et ou de stérilisation. Et après, ce qui est vraiment important à noter, c'est que donc, les stérilisations, les avortements sont autorisés par l'État colonial en France, mais c'est illégal ici, en France. Donc on a ici des féministes qui se battent justement pour avoir l'IVG, etc. Et c'est interdit, et certaines finissent même en prison. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que ces avortements et stérilisations ont constitué une fraude à la sécurité sociale. Donc une fraude, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on a attaqué les femmes les plus pauvres, les plus précaires, à l'époque, il existait ce qu'on appelait l'assistance médicale gratuite, qui correspondrait aujourd'hui à notre CMU. C'était des bons roses, et donc du coup, ce qui permettait à ces femmes précaires de se faire soigner.
Donc du coup, en fait, les médecins ils ont profité de cette brèche-là. Plus ils faisaient finalement de ce genre d'intervention, plus ils s'en mettaient plein dans les poches. Et on parle de millions de francs qui ont été ainsi détournés sur le dos des Réunionnaises. Donc là, je vais parler du procès. Donc il y a eu un procès quand même. Donc là, je vais citer le docteur Ladjadj qui déclare « La sécurité sociale, le président du conseil général m'ont donné le feu vert pour les stérilisations. Tout le monde le savait. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que j'étais couvert. » Donc là, vraiment, on se rend compte que ce n'est pas le fait de médecins corrompus, isolés, dans une clinique qui voulaient se faire plus d'argent, c'est que non, en fait, tout le système était au courant et tout le monde était bien content que ça se passe comme ça. Donc c'était vraiment un système qui était organisé et qui était réellement cautionné par l'État colonial. Et j'allais dire, le paradoxe, ou pas d'ailleurs, quand on connaît notre ennemi, du coup, j'en ai déjà parlé, mais c'est le fait que ici, c'était illégal. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se parle de milliers de femmes, et encore on n'aura jamais les chiffres. Parce qu'entre les femmes qui n'ont jamais osé en parler par honte, etc., même des femmes peut-être qui n'étaient pas au courant qu'elles ont subi ce qu'elles ont subi à ce niveau-là, donc en fait les chiffres, on les a en fourchette basse, on va dire. Donc sur ce millier de femmes qui ont reçu ces actes de barbarie, on n'a eu que 36 femmes qui ont eu le courage de porter plainte, malgré la peur, la honte, etc. Et en fait, aucune n'a reçu d'indemnisation ou autre. Toutes ont été déboutées. Donc, elles ont été déboutées et elles ont dû payer leurs frais de justice. Donc, l'horreur va jusque-là. Alors, on peut se poser la question, est-ce que des gens ont été condamnés? Oui, 2 personnes ont été condamnées. Le docteur Ladjadj, dont je viens de vous citer, dont je viens de vous faire la déclaration, et un autre infirmier, Covindin. Il s'appelait Covindin. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard, mais sur toute cette clinique, donc les 2 que je viens de nommer, c'était les 2 seuls noms blancs de l'établissement. Mais c'est peut-être juste un hasard. Donc, le responsable de la clinique, Dr Moreau, lui par contre, qui est blanc, n'a jamais été condamné pénalement. Alors aussi, c'est important, on ne va pas juste se dire qu'il était blanc, il n'y a pas que ça. Le docteur Moreau était aussi le maire de Saint-Benoît, il a été conseiller général pendant 23 ans, il a été vice-président du conseil général et, entre parenthèses, un ami proche de Michel Debré. Voilà. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité sociale, bon, on le connaît, quand ils nous font un versement de plus 60 €, ils sont très forts pour revenir vers nous, pour nous dire « vous nous devez 60 €, merci de me rembourser ». Là, par contre, la sécurité sociale, qui aurait dû porter plainte, parce qu'on se parle de millions de francs, à l'époque il y a d'euros, mais de francs détournés, ont décidé de lâcher l'affaire, rien n'a été fait. On a enterré l'affaire et on a protégé les puissants, comme toujours. Donc là, je vous passe une petite vidéo à ce sujet. Le scandale éclate sur l'île de la Réunion. La presse locale relate une sombre histoire à peine croyable. Le docteur Moreau planifiait l'avortement de femmes sans leur consentement dans cette clinique aujourd'hui abandonnée. Ce drame aurait été oublié sans l'audace de cette réalisatrice qui a réouvert l'enquête. Le procès qui a eu lieu en 1971, il a été bâclé. Ces femmes n'ont obtenu aucune réparation, elles ont été déboutées et depuis on a mis l'affaire sous le tapis. Ces femmes en ont jamais parlé, même pas à leur famille. À force de recherche, Jarmila Buskova retrouve une victime, Madame Robert, qu'elle interviewe quelques mois avant son décès en août dernier. Vous étiez enceinte de combien à peu près? À la 2 mois. Et docteur Ladjadj, qu'est-ce qu'il vous a parlé? Non, il n'a rien parlé. J'espère qu'il opère, il ne connaît pas. Mais c'est le sort de l'opération maintenant. Il est docteur criminel. Et le documentaire revient sur le contexte politique de l'époque. Dans ces années-là, le ministre Michel Debré planifiait la limitation des naissances dans une île en forte croissance démographique. Il fallait affronter le système d'État qui imposait le mutisme et qui imposait une vision unique, assimilationniste. À force de témoignages, le documentaire ouvre une page sombre de notre histoire. Dans les années 60, la France pratiquait la discrimination sociale et raciale.
deuxième crime colonial sur lequel on voulait revenir, c'était le scandale des enfants de la Creuse qui a eu lieu entre 1962 et 1984. Donc là, entre 1962 et 1984, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu plus de 2000 enfants réunionnais qui ont été déportés de la Réunion vers la France, principalement dans les zones rurales. Donc on les appelle les enfants de la Creuse, pourquoi? Parce qu'en fait, principalement, ils ont été déportés dans ce département. Ce programme a été mis en place par encore Michel Debré, toujours le même. Son objectif, je le passerai rapidement, mais c'est encore une fois résoudre la crise démographique et sociale de la Réunion en envoyant ici non pas des adultes, mais des enfants repeupler des départements français désertés par l'exode rural. Parce que comme je l'ai dit, on était justement dans la période des 30 Glorieuses, donc tout le monde fuyait les campagnes pour aller vivre ce qu'il pouvait au niveau des villes, des grandes villes. Et donc, ce qui s'est passé pour convaincre les familles, il y a eu des assistantes sociales qui ont promis, qui ont été tapées aux maisons des gens pour leur promettre, pour promettre aux parents un avenir de médecins, d'avocats pour leurs enfants, présentant la France comme un Eldorado. En plus, ce qui est assez moralement incorrect, c'est qu'ils ont pris en fait des assistantes sociales qui étaient réunionnaises et qui parlaient le réunionnais. En fait, l'idée, c'est de se servir d'elles comme cheval de Troie pour que les parents aient en fait plus confiance. S'ils avaient vu arriver des blancs, etc., ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, ils se sont vraiment servis de ces assistantes sociales. Alors, pour nous, c'est vraiment, les parents ont été vraiment vus pour nous, c'est vraiment des victimes, et ils ont été victimes d'une escroquerie morale. Parce que parfois, on voit sur les réseaux sociaux, mais qui sont ces parents qui ont laissé partir ces enfants, nanani, nanana. Non, c'est vraiment qu'il y a eu toute une machination qui a été mise en place, et qui derrière, en fait, ont poussé ces parents, qui en fait, parfois étaient un peu désespérés, à signer des documents pour lesquels, en fait, comme ils ne savaient pas forcément lire, on leur disait un petit peu n'importe quoi, votre enfant va revenir pendant les vacances, etc. Et on leur faisait signer. J'ai vu des documents où c'était assez fou. La signature, on voit que c'est une signature un peu aléatoire, et même pire, parfois il n'y a pas de signature, c'est juste une empreinte de doigt. Voilà, juste ça pour dire, voilà. Donc les parents ne savaient en réalité pas ce qu'ils signaient, ils ne savaient pas ce qu'ils signaient. Donc une fois arrivés en France, beaucoup ont été placés dans des familles d'accueil, ils ont subi la solitude, la déculturation, bien entendu le racisme. Certains ont été exploités dans des champs, dans les campagnes de la France, maltraités, humiliés et coupés de leur fratrie. Là, je vais vous partager en fait le témoignage d'une dame avec qui on a pu échanger, qui s'appelle Marie-Germaine Périgogne, qui a été l'une des victimes. Et donc là, je vous partage un témoignage public que vous pouvez retrouver sur le web. Ça a été un tsunami d'émotions intenses, de colère, de rage. J'avais les pieds en sang. Je me cachais sous une table pour me sentir en sécurité. On m'a traité de négresse. On voulait effacer toute trace de mes origines. Alors d'ailleurs, elle a perdu un de ses frères qui s'est suicidé lorsqu'il avait 32 ans. Donc lui aussi avait été déporté. Il n'a jamais réussi à supporter ce drame et il s'est suicidé. Et donc 60 ans après, donc en 2024, elle a pu repartir à La Réunion et elle a récupéré officiellement son vrai nom. Alors d'ailleurs c'est assez ouf parce que quand j'ai revu les mails où justement je demandais si on pouvait être en contact ensemble, moi mes mails c'était « Bonjour Valérie Andrianson ». Parce qu'en fait à l'époque, elle n'avait pas encore récupéré sa vraie identité. Donc elle s'appelait Valérie Andrianson et maintenant elle s'appelle Marie-Germaine, elle a récupéré son nom de naissance, Marie-Germaine Périgogne. Et d'ailleurs c'est elle qui a fait un petit peu le photomontage et d'ailleurs elle est là. Voilà, Marie-Germaine. Donc c'est assez fou de savoir qu'ils allaient même jusqu'à effacer le nom des gens. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, donc Debré et les responsables de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, eux, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils avaient bien entendu été alertés à plusieurs reprises par des pédopsychiatres, des dégâts causés. Donc les dégâts, c'était quoi? On imagine facilement les suicides, la dépression, les fugues, bien entendu. Bon, bien entendu, ils n'ont pas décidé d'arrêter. Eux, ils étaient partis, ils ont continué. Et finalement, c'est sous Mitterrand, 84, que ça s'arrête. Voilà. Alors, au niveau des réparations, de la reconnaissance, donc ça a été un très long combat de la part des militants. Déjà, en fait, les victimes, elles ont mis du temps à réaliser tout ce qui s'était passé, genre à réaliser que c'était ok de porter plainte, etc. Donc c'est vraiment vers les années 2000 où on commence à voir en fait des personnes lever la main et dire en fait c'était pas du tout ok ce qui s'est passé là-bas. 2017, on a donc notre cher et tendre Macron qui écrit un courrier
en disant que cette politique était une faute. Voilà, bon, c'est juste ça, hein, une faute. Nous, on est en France, donc ça met un peu de temps. 5 ans plus tard, en 2022, la France se dit, bon, on a fait une faute, on peut peut-être essayer de réparer, on va mettre une stèle à l'aéroport d'Orly, une petite stèle à l'aéroport d'Orly, parce qu'effectivement, les enfants arrivaient à l'aéroport d'Orly. Donc on s'est dit en 2022, soit c'est une bonne idée, on met une stèle, c'est suffisant, voilà, ça répare un petit peu. Mais en fait, heureusement, ce qui est assez fou, c'est quand j'ai fait des recherches sur comment ça s'est passé, c'est qu'ils ont fait ça en pleine semaine, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas trop de monde, et le matin, comme ça on est sûr qu'à 9h, il n'y a personne qui va être là, quoi. Et donc, heureusement, ce qu'on souhaite dire quand même, c'est que les militants n'ont rien lâché. Donc, ce qui montre qu'en fait, ils vont obtenir quand même un petit peu de reconnaissance, et là je vais le dire après, ce qui montre qu'en fait, quand on est quand on est militant, il faut continuer, même si on estime que ça ne sert à rien, etc. Il ne faut rien lâcher, parce qu'on peut finalement gagner des petites victoires. Et là, effectivement, en 2026, donc là, en janvier 2026, à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui a été adoptée à l'unanimité, une loi de réparation, portée par la députée Karine Lebon. Donc cette loi prévoit la création d'une commission pour la mémoire, une journée nationale d'hommage et une allocation forfaitaire pour les victimes. Bon, pour l'instant, on n'en est qu'à l'Assemblée, on connaît la France, ils sont capables de faire un tour de passe-passe avec les sénateurs, mais voilà, donc c'est important de savoir qu'il y a ça qui s'est passé. Il reste encore le fait de passer devant le Sénat, donc le combat pour nous continue toujours. Et comme l'a dit Karine Lebon, et ça c'est vraiment aussi important de le noter, parce que souvent on se dit, ouais, si on a des réparations, en fait, réparation veut dire qu'on oublie, quoi. Alors que non, Karine Lebon, la députée, dit, réparer ce n'est pas tourner la page, c'est juste rendre ce qui peut l'être. Donc en fait, tu répareras jamais rien en fait. Donc voilà pour les enfants de la Creuse. Et là, on va passer une petite vidéo. Dans les années 60, l'île de la Réunion est déjà un département français. Mais un département où la pauvreté, les problèmes sanitaires et la démographie galopante créent de vives tensions et inquiètent le pouvoir politique. Au même moment, à 10 000 km de là, la désertification menace certains départements ruraux de métropole comme la Creuse. En 1963, Michel Debré est élu député de la Réunion. Enfin, le roi. À la mesure de votre patriotisme et de vos efforts, la solidarité française, la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici. Face à une situation explosive, dans un contexte géopolitique où le Parti communiste réunionnais pourrait être tenté par la révolution et l'indépendance de l'île, Michel Debré décide d'accélérer la migration massive des Réunionnais vers la métropole. Entre 1962 et 1982, 2150 enfants et adolescents réunionnais sont enlevés à leur famille par la DAS, puis exilés en métropole sans billet de retour. Certains étaient orphelins, mais beaucoup ont été enlevés à leurs parents dans des familles pauvres, contre la promesse d'études en métropole ou de retour pour les vacances qui n'aura jamais lieu. La majorité d'entre eux ont atterri en Creuse dans des foyers, des familles d'accueil ou des fermes. J'avais 8 ans. Ça arrivait par le train de Guéret jusqu'à Vieilleville. De Vieilleville, on est venu à pied ici, ce qui fait à peu près 3 km. Et je me suis retrouvée, je vais dire, complètement perdue. Je faisais tous les travaux, de la ferme, pendant 3 ans de temps. J'ai fait ça. C'est-à-dire labourer les champs, semer l'engrais, soigner les bêtes, tailler les haies, faire du bois. J'étais le domestique. Quelques enfants ont été bien accueillis, beaucoup ont été maltraités, tous ont été définitivement coupés de tout lien avec leurs racines et leur famille restée à La Réunion. Sur cette carte d'identité, je m'appelle Marie-Germaine Périgogne et là je suis née à La Réunion. Et sur celle-ci, je m'appelle donc Valérie Audançon et je suis née à La Brionne dans la Creuse, c'est-à-dire qu'on m'a changé mon nom, mon prénom et également mon lieu de naissance. Dans les années 60, à Guéret, les petits Réunionnais ne passent pas inaperçus, comme le relate la presse locale de l'époque. Tous les employeurs qui ont pris comme apprentis ces jeunes gens s'en montrent extrêmement satisfaits.
Cette expérience d'envoi massif d'enfants de la Réunion dans un département de métropole est la première tentée. Il faut penser que devant les excellents résultats qui ont été enregistrés, elle sera renouvelée. Les excellents résultats sont en fait parsemés de désespoir et de suicide, malgré les alertes données directeur du foyer. J'ai vu qu'il n'y avait pas possibilité de les faire retourner. J'ai arrêté le massacre, n'envoyez plus d'enfants. Monsieur Debré était au courant qu'il y avait des enfants qui étaient malheureux, que son opération ne marchait pas très bien en fait. Ah, bien sûr. On a fait un conseil d'administration extraordinaire. J'ai été viré comme un autre. L'exil forcé de plusieurs milliers d'enfants réunionnais ne prendra fin qu'en 1982. Le lien familial du sang même, j'ai l'impression qu'on me l'a coupé. On prend un bananier, on essaye, on l'a enlevé, on l'a foutu là. C'est-à-dire, on l'a mis et puis à lui se débrouiller de le repousser, de faire son chemin. Mais je vois que j'aurai toujours quelque chose de cassé. Que même si je retrouvais ma terre ici, il y a toujours quelque chose qui me manque. Donc, face à ces crimes que j'ai évoqués, bien entendu, le peuple réunionnais n'a jamais été passif. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des militants qui se sont battus pour dénoncer ce qui se passait, que ce soit pour le binigum, que ce soit pour les avortements, les stérilisations, ou que ce soit encore pour les enfants de la Creuse. Donc là, je vais citer rapidement l'UFR, donc l'Union féminine de la Réunion, qui sont vraiment battus par rapport aux femmes. Je vais citer le Parti communiste aussi, qui a alerté avec le magazine Témoignage sur ce qui se passait à la Réunion. Donc vraiment, le peuple réunionnais n'a jamais été passif, il a résisté, il s'est toujours organisé. Mais bien entendu, face à cette résistance, il y aura tout le temps, toujours, la répression de l'État colonial. Donc là, c'est pour ça que dans les prochaines parties qu'on va voir, on va parler de la répression des militants indépendantistes et autonomistes du PCR, les architectes de la répression et la répression culturelle avec le Maloya. Donc, Jean Perrault-Paradjié a été nommé préfet à La Réunion en mai 1956 pour réduire la montée des communistes locaux. Il déclare que la loi sera dure contre tous les ennemis de la France, tous en gros, en majuscule. Il renforce la censure, les emprisonnements arbitraires, les militants sont surveillés, fichés, et l'État couvre les meurtres de militants communistes. Ça nous rappelle un peu des choses qu'on vit encore aujourd'hui. À La Réunion, on voit apparaître des milices privées, ce qu'on appelle les nervis. C'est des gros blancs qui agissent en toute impunité. La violence policière n'est pas du tout contestée. Donc même, pour vous donner une petite anecdote, en 1961, Paul Vergès est encerclé et roué de coups par les CRS et laissé pour mort. Alors quand on entend justement ces violences policières, on pense forcément à ce qui s'est passé en Algérie ou encore plus récemment avec nos frères et sœurs en Kanaki, lorsque le peuple s'est levé face au projet de dégel du corps électoral. Donc on voit comment la violence coloniale se met sur nous quand on essaye de rester debout. Donc la presse, bien entendu, est muselée. Donc Paradjié, ce qu'il va faire, c'est qu'il va saisir le journal Témoignage, donc qui est un journal communiste. Pourquoi? Juste parce qu'en fait, dedans, il y avait le mot autonomie. Alors ça, il n'a pas supporté, et en fait, il a fait à un moment donné interdire ce journal. Et si on veut parler des figures qui sont des références pour nous à Kaobuntu en tant qu'indépendantiste, on va parler de Serge Sinamalé, qui lui était professeur, enfin enseignant, et qui a été arrêté, qui a été radié de son poste par contre dans un premier temps, et ensuite arrêté. Pourquoi il a été arrêté? Parce qu'en fait, avec une centaine de sympathisants, ce qu'il a osé faire, c'est prendre le drapeau indépendantiste. Il est parti à Saint-Gilles. Donc pour ceux qui connaissent, Saint-Gilles, c'est l'endroit où en fait tous les Français qui aiment bien aller bronzer se mettent là-bas. Et donc du coup, il a planté un drapeau indépendantiste, et du coup, ça lui a fallu d'aller faire un petit séjour en prison. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en 1960, il y a l'ordonnance Debré. Alors c'est quoi l'ordonnance Debré? C'est une ordonnance qui permet en fait de déporter en France des fonctionnaires réunionnais, mais pas que, aussi ceux des autres colonies,
qui sont jugés comme nuisibles à la stabilité coloniale sous couvert de mutation. Eux, ils prennent l'exemple, ils disent que c'est pour la mutation, alors que pas du tout, c'est juste parce qu'en fait, ils les gênent. Et effectivement, on a Ponama, qui est aussi un leader indépendantiste, qui a été frappé par cette ordonnance. D'ailleurs, je peux vous passer ce livre-là, c'est Les exilés de l'ordonnance du 15 octobre 1960. Et donc, pour bien comprendre cette répression à La Réunion, je pense que c'est quand même important de nommer ces architectes. Donc là, on a nommé Pradier, mais je voulais quand même revenir sur un autre exemple pour vous montrer en fait comment on va retrouver des hommes dans les différentes colonies, comme ça ils vont se balader de colonie en colonie pour y organiser la violence. Donc là, l'exemple que je vais prendre, c'est Pierre Bolotte. Pierre Bolotte, lui, il est en fait secrétaire général de la préfecture de Saint-Denis, mais quand je parle de Saint-Denis, c'est le Saint-Denis de La Réunion, entre 1958 et 1962. Mais avant d'arriver à La Réunion, il avait fait un petit tour en Indochine, pour participer à ce qu'ils appelaient, en France, bien entendu, la pacification. Donc, il était en Indochine, il a fait ses armes là-bas, il arrive à La Réunion, et là, en fait, il y applique les mêmes méthodes: surveillance, infiltration, intimidation, contre les militants du PCR et des syndicats. Et une fois qu'il a fait son petit taf à La Réunion, là, il part en Martinique. En Guadeloupe, pardon. Il part en Guadeloupe, et en plus, il faut aussi noter ce qui se passe en Guadeloupe, c'est en mai 67. Il a ordonné à la police de tirer sur des travailleurs du bâtiment qui étaient en grève, qui étaient pacifiques, mais du coup, il envoie la police tirer dessus. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, ces événements qu'on appelle mai 67 sont documentés dans le livre Guadeloupe mai 67, Massacrer et laisser mourir, d'Elsa Dorlin. Donc vous pouvez retrouver tout ça dedans. Et après ça, donc ça se termine pas là. Donc là, il est en Guadeloupe, il fait ses affaires, il est dans la répression à fond. Et en fait, il revient en France, en Seine-Saint-Denis. Et là, en fait, en Seine-Saint-Denis, ce qu'il va créer, c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est la BAC. Voilà. Donc en fait, on voit comment de colonie en colonie, il va tester en fait toutes les méthodes de répression, mais finalement, on voit que ça finit par revenir en France, dans les quartiers populaires. Et en fait, pour nous, les quartiers populaires, c'est ni plus ni moins les Suds du Nord. Alors, le troisième point qu'on voulait voir avec vous, c'est que bien entendu, l'État colonial ne s'attaque pas seulement aux militants, il ne s'attaque pas qu'au corps, il s'attaque aussi à la culture, au travers de la musique. Le Maloya, alors du coup, est vraiment... je ne sais pas si je peux passer... Non, je passe après. Excusez-moi, juste avant de passer sur la révolution, sur la répression culturelle, je vais vous passer une vidéo de Ponama, justement, qui a été frappée par l'ordonnance Debré et qui nous laisse un message. Dans la première circonscription, vous êtes le président du mouvement indépendantiste réunionnais. La Réunion indépendante, c'est encore votre rêve aujourd'hui? C'est pas un rêve, c'est une réalité très proche. Jean-Baptiste Ponama, ça fait depuis 1957 qu'on vous voit vous présenter à des dizaines d'élections. Est-ce que le Ponama 1993 a quelque chose d'autre à proposer à ses électeurs? Je ne sais pas si la comparaison que je vais utiliser est bonne. Je dirais que je suis comme le vin ou comme le rhum, qui se bonifie en vieillissant. Alors, à quoi voudriez-vous que la Réunion de 93 ressemble? Je voudrais que la Réunion de 93 ressemble à la France qui est sortie de la Révolution française en 89. C'est-à-dire un pays libre qui élit ses assemblées délibérantes et qui organise son destin de façon souveraine. Et c'est-à-dire, M. Ponama, que les assemblées, que sont l'Assemblée de la région et du département, sont des assemblées que vous ne reconnaissez pas? Ce ne sont pas des assemblées en qui le peuple réunionnais peut se reconnaître, dans la mesure où tous ces élus se pourraient dire par cumul des mandats sur des postes qui se superposent. C'est ça le drame de l'organisation administrative de la Réunion. C'est pourquoi nous proposons une autre structure où les séparations seraient bien nettes, les communes, les districts et l'Assemblée territoriale. Est-ce que vous en voulez plus aux élus de ces 30 dernières années ou à ceux qui ont fait la Réunion de l'extérieur? Je n'en veux à personne. Je dis que ces élus sont prisonniers de l'organisation administrative actuelle. Et surtout depuis les lois de décentralisation qui ont mis à la disposition des élus, des responsables des maires et des responsables des collectivités, des pouvoirs énormes, soit pour le personnel, soit pour les moyens financiers.
Et vous avez bien vu comment sur quoi ça a débouché, dans la mesure où des centaines de millions, même des milliards, sont des budgets qui sont gérés par ces élus, et la tentation de la fraude, de la corruption existe ainsi malgré eux. Jean-Baptiste Ponama, vous êtes bien seul aujourd'hui à parler d'indépendance, plus personne ne prononce même le mot d'autonomie. Alors vous avez dit tout à l'heure, l'indépendance de la Réunion, elle est toute proche. Vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer? Je pense que dans la situation actuelle, surtout avec l'entrée de la France dans le marché unique, les condamnations vont devenir encore plus graves qu'auparavant, et que le mot d'ordre d'indépendance ne sera pas seulement un mot d'ordre du milieu, mais un mot d'ordre de manière générale. Et ce qui pourrait peut-être surprendre, c'est que l'indépendance soit réclamée à corps et à prix par tous ceux-là même qui la dénigrent aujourd'hui. Est-ce que Jean-Baptiste Ponama, vous souhaiteriez que la Réunion ressemblât à la Nouvelle-Calédonie des années Michel Rocard? Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, dans la mesure où les accords de Matignon ont placé l'indépendance au terme d'une évolution de 10 ans. Ce qui nous intéresserait, c'est automatique. Oui, tandis que pour moi, pour nous, la décolonisation doit commencer par un acte solennel de reconnaissance de notre droit à l'indépendance dès maintenant, quitte à prendre un délai de 10 ans ou plus pour arriver à créer cette véritable indépendance. Dernière question, Jean-Baptiste Ponama, 30 ans de présence politique, entre guillemets, même si vous faites des scores infimes à chaque fois, est-ce que vous avez un regret pour ces 30 dernières années, que ce soit pour vous ou pour la Réunion? Non, je n'ai aucun regret pour l'action politique que j'ai menée durant ces 30 ou 40 dernières années. Disons que si, avant de mourir, je ne réussis pas à concrétiser ce que vous appelez le rêve, ce serait pour moi une grande déception. Vous vous battez pour des chiffres dans 10 jours, non, je veux pour une présence? Je ne me bats pas pour des chiffres, je me bats pour une idée que je pense généreuse, que je pense nécessaire pour responsabiliser le peuple réunionnais. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je vous remercie. Je vous propose d'écouter. Alors du coup là on va parler de la répression culturelle et je voulais commencer avec une phrase de Thomas Sankara qui dit « La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse et la plus efficace ». Donc comme je disais tout à l'heure, c'est que l'État colonial donc, ne s'attaque pas uniquement aux militants, il s'attaque donc à la culture au travers de la musique, donc le Maloya pour la Réunion. Donc le Maloya, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une musique de résistance héritée de nos ancêtres qui ont été réduits en esclavage. Donc, cette musique a toujours été réprimée par les maîtres esclavagistes pendant cette période, parce qu'il était vu comme un outil de résistance et de contestation. Dans les années 60, le PCR décide de jouer du Maloya dans ses meetings. C'est ici un acte politique pour rassembler le peuple autour de la lutte. Donc la résistance culturelle a une part importante dans les luttes anticoloniales. Pourquoi? Parce que les militants culturels ont toujours utilisé la musique pour conscientiser le peuple réunionnais sur son histoire, son identité et aussi l'impact du colonialisme sur son territoire. Donc en termes de références musicales, les personnes que nous pouvons nommer et les groupes, c'est Ziskakan, Firmin Viri, Daniel Waro, Oussano Sava et enfin le groupe Basse-Terre. En parlant de Basse-Terre, il y a une chanson Oté Créole qui a été écrite. Merci. En parlant du groupe Basse-Terre, il y a une chanson, donc Oté Créole, qui a été écrite par son fondateur Alain Joron. Donc cette chanson parle de quoi? Elle parle qu'il faille une autonomie alimentaire, dénoncer la présence du capitalisme au travers des supermarchés. C'est un appel à la mobilisation du peuple réunionnais pour mettre fin à la domination capitaliste et colonialiste. Ce qu'il faut savoir de cette chanson, Oté Créole, c'est qu'elle a été censurée par les radios. Je ne me demande pas pourquoi, mais c'est parce qu'elle est tellement contestataire que les radios ne pouvaient pas, je ne pense pas que c'était ne voulaient pas, ne pouvaient pas la passer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'État colonial, un peuple qui s'organise pour sa liberté est un peuple dangereux. Thomas Sankara l'a dit, quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble. Déjà, merci beaucoup à Batoul pour ce discours, cet exposé qui a bien posé le contexte suite à cette prétendue départementalisation. On l'a bien vu là dans l'exposé,
de Batoul, que ce soit sur le terrain des crimes coloniaux subis par le peuple réunionnais, la répression des militants, eh bien on voit que cette départementalisation, comme le dit Kaoru Mobutu, on ne doit pas la célébrer, mais on doit la contester. Et donc, comme elle a parlé de la résistance culturelle, ici il est essentiel pour nous de parler du groupe Bastère, auquel on fait référence. Donc, elle a parlé du fondateur du groupe Bastère, qui est Alain Joron, qui est mon tonton, qui nous a quittés en décembre 2024, et qui a fondé justement en 1981 le mouvement culturel Bastère, qui était un mouvement, une association pour faire de l'éducation populaire dans un des quartiers de Saint-Pierre, un quartier populaire du coup, Bastère. Alors à travers son association, le mouvement culturel Bastère, il a mené des activités théâtrales, de l'astronomie, de la musique, tout ça pour éveiller la jeunesse défavorisée du quartier de Bastère. Ben, mon tonton a pu les mettre à disposition des connaissances, etc., les permettre aussi de développer des compétences, que ce soit artistiques ou autres. Et du coup, tonton Alain, il a fait aussi partie d'une troupe de théâtre, de la troupe Vola, où il a joué justement dans une des pièces d'Aimé Césaire, qui s'appelle Une tempête, où Aimé Césaire, en fin de compte, il réadapte la pièce de Shakespeare, La tempête, dans un côté anticolonialiste. Et mon tonton a joué le rôle de Caliban, donc dans la pièce de Césaire, qui est justement un esclavisé qui conteste sa situation d'esclavisé. Et dans cette pièce-là, Caliban, en fin de compte, il symbolise le concept de la négritude que Césaire a fait connaître, etc. Et il a joué aussi dans d'autres pièces, notamment dans une pièce où il joue le rôle d'un aigle marron. Voilà, donc en fin de compte, c'était lié bien sûr à sa pensée politique qui était de résister face au système colonialiste. Et pour lui, en fin de compte, ça passait par la culture, et c'est une figure vraiment du militantisme culturel à La Réunion. Alors après, le mouvement culturel Bastère est devenu en 1983 le groupe Bastère, le groupe de musique, où du coup, il a mis le pied à l'étrier à son cousin Thierry Poliris, qui est le leader du groupe Bastère. Et donc voilà, le groupe Bastère, groupe de musique qui existe depuis 1983, que la plupart, tous les Réunionnais en fin de compte connaissent les chansons du groupe Bastère, notamment La Montagne, tout ça. Et en fin de compte, toutes les grandes chansons du groupe Bastère que tous les Réunionnais connaissent, c'est tonton Alain qui a écrit, qui a rédigé ces textes-là, parce qu'il était justement compositeur, il écrivait des textes, etc. Donc là, on va justement faire, on va dire, une petite prélude musicale. On va passer la chanson Oté Créole qui a été évoquée par Batoul. La chanson Oté Créole, en fin de compte, la chanson Oté Créole est vue comme une chanson visionnaire. Cette chanson-là a été censurée dans les années 80 parce que, comme l'a dit Batoul, eh bien, dans cette chanson-là, il dit clairement qu'il ne faut pas de système, qu'il faut sortir de la domination coloniale et la domination capitaliste dans notre pays. Et il fait référence notamment aux travailleurs, aux agriculteurs réunionnais. Et il dit qu'à l'époque, il dit que si le peuple réunionnais ne réagit pas, eh bien, il ne reconnaîtra plus son pays. Et donc aujourd'hui, plus de 30 ans après, beaucoup de Réunionnais nous disent, quand ils sont en France et après qu'ils repartent à la Réunion, mais qu'ils ne reconnaissent plus leur pays. Donc voilà, donc on va écouter du coup la chanson. Alors pour mettre dans le contexte, ici c'est voilà. Donc voilà, c'est pour les 20 ans du groupe Bastère, où ils ont fait un grand concert en 2003 au Théâtre Saint-Gilles. Donc voilà, il y avait justement d'autres figures comme Firmin Viry, tout ça qui était là, d'autres figures de la musique réunionnaise. Donc voilà. Là, on voit un peu l'esprit, plein de monde de parties là, mais quand même la Réunion, donc c'est une mention comme la Montagne, Oté Créole. Ben, l'hymne dans un tapé avec grand plaisir, s'il vous plaît. Mais ça va? Allez, Jean! Miséricorde,
ne sera comme un étranger. Ton petit pays sera pareil. Ton petit quartier m'a fait pitié. Ton petit maison paille, ça dans la fumée. Y'a pas besoin pour une oreille si la terre. Y'a pas besoin bonne parade si la terre. On nous l'a besoin quand terre est donnée. On nous l'a besoin travailleurs est donnée. c'était de voir par rapport au thème du sujet, de rendre hommage à Companin, à la Joconde, pour le travail qu'il a fait, et notamment l'éveil des consciences à travers
les textes à travers la musique. Et donc pour nous, ça c'est vraiment essentiel, comme on le fait à chaque fois, comme on le dit, qu'Ubuntu s'inscrit dans les pas, en fin de compte, de ceux qui les ont précédés dans ce combat-là. Justement, tout à l'heure, on a parlé par rapport au papa Vieux-Zéla, Alex Mitra. Pour nous, comme on l'a dit, est une figure et un des premiers soutiens de notre mouvement qu'on a créé en 2020. Et là, on a fait un petit hommage aussi à Alain Joconde. Et on s'est arrivé essentiel dans ce combat-là, d'avoir en tête, mais en réalité, c'est une cause de relais. Voilà. C'est une cause de relais et nous, on est là pour prendre la suite. Et après, il y aura d'autres personnes qui vont prendre la suite. Et jusqu'au moment où on accédera à cette liberté, à cette indépendance, à cette souveraineté. Et donc, pour nous, la question historique, elle est importante. Parce que comme l'a dit Garvey, un peuple qui ne connaît pas son histoire, son origine, sa culture, est comme un arbre sans racines. Et donc, connaître notre histoire. Et il faut que le peuple ait conscience, le peuple béninois ait conscience de son africanité. Et pourquoi, justement, ce qu'a exposé Arnaud est très important, parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion, eh bien, qu'on prend les différentes communautés, la communauté qui se retrouve à chaque fois en bas de l'échelle sociale, eh bien, c'est la communauté CAF, la communauté afrodescendante. La communauté afrodescendante, comme le dit Laurent Médéa dans son livre CAF, eh bien, clairement en bas de l'échelle sociale, se retrouve dans les prisons, se retrouve touché par la drogue, l'alcoolisme, etc. Tous les maux de la société. Et pourquoi justement la communauté CAF à La Réunion subit toutes ces injustices? Eh bien, c'est parce que le colonisateur, il nous a mis en esclavage, et cela a créé des traumatismes, a créé des conséquences, et aujourd'hui ces conséquences-là liées au crime de l'esclavage, eh bien, on le retrouve encore chez les afrodescendants. Voilà. Donc pour nous, c'est essentiel de mettre en avant notre africanité, mais comme l'a précisé aussi Arnaud, notre mouvement qui est pour l'indépendance de La Réunion veut construire un État réunionnais indépendant avec toutes les communautés de l'île. Mais pour ça, il faut faire une décolonisation également, eh bien, du peuple réunionnais. Parce que il est essentiel que l'indépendance de La Réunion, eh bien, que toutes les communautés de La Réunion, ben, qu'il y ait vraiment une égalité entre toutes les communautés et qu'il n'y ait pas, comme on a actuellement, la communauté CAF qui subit toujours les injustices. Donc ça, c'est essentiel. Donc merci beaucoup Arnaud, je vous demande de l'applaudir. Et donc dans la continuité de ce qui a été dit par Batoul et Arnaud, il est essentiel pour nous aussi également de montrer la dépendance économique et sociale dans laquelle se trouve le peuple réunionnais. Également aussi de parler du contexte politique actuel de La Réunion. Et aussi de donner notre vision par rapport à un État réunionnais indépendant. Donc dans cette optique, par rapport à cette dépendance économique-là, on voit qu'aujourd'hui, la balance commerciale de La Réunion est clairement déficitaire. Si on cherche les chiffres, il faut savoir que La Réunion affiche un déficit de plus de 7,1 milliards d'euros d'importation, contre seulement 413 millions d'euros d'exportation. Donc 7,1 milliards d'euros d'importation, tous les produits importés, et par rapport au peu qu'on exporte, eh bien, ça s'évalue à 413 millions d'euros. Donc on voit un déséquilibre au niveau de cette balance commerciale-là, et cela est dû au pacte colonial. Le pacte colonial avec la France, qui est maintenu aujourd'hui, et on voit qu'on importe massivement des produits qui viennent de la France, de l'Union européenne, et on exporte également principalement vers la France. Donc voilà ce pacte colonial-là, où en gros, La Réunion, en tant que colonie française, eh bien, ne peut pas diversifier son économie et ne peut pas avoir des partenaires autres que la France, en sachant que la France n'est pas un partenaire, mais ici le colonisateur. Donc cette dépendance aux produits importés en provenance de la France contribue à la vie chère dans notre pays. Et notamment parce qu'on est à La Réunion dans une situation d'oligopole où quelques sociétés contrôlent une part importante du marché. Et on a l'exemple du groupe Bernard Ayotte, GBH à La Réunion, qui est dans une situation de quasi-monopole, on va dire, dans la grande distribution. Et GBH, aujourd'hui,
se fait de l'argent sur le dos du peuple réunionnais et il contribue à cette vie chère et aux injustices économiques que subit le peuple réunionnais. Et c'est aussi la conséquence de la structure économique coloniale de la Réunion, qui profite aux capitalistes et non au peuple réunionnais. Il faut savoir que depuis la départementalisation de la Réunion en 1946, eh bien, la France a mis en place une économie de services dans notre pays, afin qu'on n'ait pas une indépendance économique, mais qu'on reste dans cette dépendance. Nous avons notamment la monoculture de la canne à sucre, où une grande partie de nos terres agricoles est occupée par des champs de canne. Et cette structure économique basée sur la dépendance produit de la misère chez les Réunionnaises et les Réunionnais, avec un chômage excessif qui touche la jeunesse réunionnaise, une partie importante du peuple qui dépend des aides sociales pour survivre, et plus de 36% des Réunionnais qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui en fait aujourd'hui le 3e département le plus pauvre de France. Donc cette misère à la Réunion, nous, on dit à Kaobuntu, elle est clairement organisée, mise en place, structurée par l'État colonial français pour accentuer cette dépendance. Elle a pour objectif d'empêcher la montée des idées de libération nationale, des idées indépendantistes, panafricanistes, souverainistes pour notre peuple. Car aujourd'hui, une partie du peuple réunionnais va penser que si la Réunion devient indépendante, que cela entraînera une augmentation de la pauvreté, le chaos, la propagande coloniale, comme l'a démontré justement Batoul dans son exposition, inculque la peur de l'indépendance dans l'esprit des Réunionnaises et des Réunionnais, qui pensent que si on devient indépendant, ce sera comme les Comores, ça on entend souvent, comme Madagascar ou Haïti. Puisque la propagande coloniale, à travers ces médias, nous montre des images négatives de ces pays, mais elle ne dit pas que cette situation est la conséquence des crimes de l'impérialisme états-unien et français, car les États-Unis et la France n'ont cessé, depuis l'indépendance des Comores, de Madagascar et d'Haïti, et d'autres pays également du continent africain, de mener des actions de déstabilisation, d'ingérence, des crimes politiques et économiques pour que ces pays ne puissent pas accéder à la pleine souveraineté et se développer économiquement. Nous avons la dette coloniale, que sans doute vous connaissez ici, imposée par la France à Haïti, à la suite de son indépendance, dans le but de l'étouffer économiquement. Nous avons les assassinats politiques menés par la France contre des leaders comoriens, comme le révolutionnaire Ali Swalihi, ou des leaders malgaches qui dérangeaient leurs intérêts. Vous connaissez sans doute Bob Denard, ce mercenaire qui a été utilisé pour à chaque fois déstabiliser, faire des coups d'État contre des dirigeants comoriens quand ils dérangeaient les intérêts de l'impérialisme français dans la région. Alors que nous savons très bien que ce soit Haïti, Madagascar, les Comores, d'autres pays du continent africain, que ces pays-là ont des richesses naturelles et que l'Occident pille ces richesses car il en a besoin pour sa croissance économique. Ici, ces puissances impérialistes font comme les maîtres esclavagistes à l'époque, où lorsque des esclavisés décidaient de se rebeller contre le système esclavagiste et arracher leur liberté à travers le marronnage, eh bien, les esclavagistes décidaient de les fouetter sur la place publique devant leurs sœurs et frères esclavisés. Dans le but de dire ici que si d'autres décident de faire la même chose, eh bien, voilà ce qui vous attend. La torture physique, vous serez traumatisé psychologiquement et humilié. C'est la même chose que l'impérialisme fait ici avec Haïti, qui est la première république noire et, il faut le dire, qui a botté le cul de l'armée de Napoléon. Ici, avec Haïti, pour se venger et pour inculquer au peuple colonisé la peur de la liberté, les impérialistes états-uniens, français et occidentaux en général
ont tout fait pour maintenir Haïti dans le chaos politique, des difficultés économiques, etc. C'est ce qu'ils font également avec Madagascar, les Comores et les autres pays du continent africain pour dire au peuple sous domination coloniale: voilà ce qui vous attend si vous prenez la voie de l'indépendance. Et donc, nous voyons ici que le colonialisme français emploie justement ces méthodes de propagande, comme je l'ai dit, à travers ces médias, pour, en fin de compte, inculquer chez le Réunionnais, et on l'entend souvent à travers nos publications sur les réseaux sociaux, où des Réunionnais vont dire: mais voilà, si on devient indépendant, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, d'où le travail de notre mouvement, qui est obligé de faire un gros travail de décoloniser les mentalités, comme l'a dit Thomas Sankara. Car sans ça, en fin de compte, cette première étape, eh bien, l'indépendance ne pourra pas aboutir. Alors maintenant, par rapport au contexte politique de la Réunion, le colonialisme français, à travers son système économique, comme j'ai dit, qui produit de la misère, eh bien cela va contribuer à un fatalisme au sein du peuple réunionnais et engendrer aussi sa dépolitisation. Cette dépolitisation du peuple réunionnais, c'est parce qu'il est écœuré, et il faut le dire, par un système politique où nos élus sont main dans la main avec le pouvoir colonial. Pour illustrer cette complicité entre le pouvoir colonial et les politiciens locaux, nous avons l'amendement que l'ancien sénateur réunionnais Jean-Paul Virapoulet avait inscrit dans la Constitution en 2003. Plus précisément, c'est l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution. Et pour vous présenter dans un premier temps rapidement M. Virapoulet, il se dit gaulliste. Et il faut savoir aussi qu'il a été maire pendant longtemps de la commune de Saint-André, de 1972 à 2008, puis il est redevenu maire de 2014 à 2020. Il a été aussi député, sénateur, donc il a fait pas mal de mandats. Et on voit ici qu'il a toujours défendu une réunion française, c'est-à-dire une réunion maintenue sous la domination de l'État colonial français. Cet amendement qui porte son nom, l'amendement Virapoulet, qu'il a fait adopter, c'était dans le but ici de contrer les autonomistes à travers une assimilation législative imposée au peuple réunionnais. En effet, cet alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution a pour objectif que les lois adoptées depuis Paris s'appliquent de plein droit dans notre pays, c'est-à-dire sans adaptation, sans prendre en compte le contexte réunionnais qui est spécifique. Cette assimilation législative est clairement une entrave au développement politique et économique de la Réunion, car on ne peut pas nous-mêmes prendre des décisions concernant notre système économique et également par rapport à notre système politique. Dans sa lignée, nous avons Cyril Melchior, donc actuel président du département de la Réunion, qui est de droite également et qui, avec d'autres élus, eh bien, il a lancé le mouvement Nouvelle Ère. Ce mouvement, qui est réactionnaire, est un fervent défenseur également de la Réunion comme département français. Il a comme objectif, ce mouvement Nouvelle Ère, qui est composé majoritairement des élus de la droite locale, de défendre la colonisation française dans notre pays. Il a été lancé récemment, en juin 2025, et pourquoi justement la droite locale a décidé de s'unir et de fonder un mouvement pour contrer la montée des pensées autonomistes qui pour eux, en fin de compte, déboucheraient sur l'indépendance. Eh bien, c'est parce que en 2022, le 16 mai 2022 exactement, il y a eu la signature par la présidente de la région, Huguette Bello, la signature de l'appel de Fort-de-France, qui va dans le sens de plus d'autonomie pour la Réunion et les autres colonies françaises comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et Mayotte. Le mouvement Nouvelle Ère est né pour contrer donc ces désirs autonomistes qui pour eux est un danger. Cependant, nous à Kaobuntu, en tant qu'indépendantistes, nous constatons que cette gauche réunionnaise qui revendique plus d'autonomie sans remettre en cause le système colonial français, eh bien, n'est pas notre allié, mais notre adversaire politique. Elle veut plus de compétences locales, mais en restant une colonie française. Ici,
et elle veut plus d'autonomie dans la République et non pas une autonomie transitoire vers l'indépendance. Et pour nous, cette élite politique locale, qu'elle soit de gauche ou de droite, eh bien, bénéficie de l'exploitation du peuple et de sa misère, en faisant du clientélisme afin d'être réélu éternellement et pour certains jusqu'à leur mort. L'élite politique réunionnaise baigne dans la corruption, accumule des biens, de l'argent, tandis que des familles réunionnaises vivent dans la pauvreté, ne peuvent pas se loger dignement et ont des difficultés à nourrir leurs enfants. L'élite politique locale est dans la gestion de la dépendance plutôt que d'avoir le courage politique d'être en rupture avec le système colonial qui fait souffrir le peuple réunionnais, parce que cette élite en tire des avantages. Et donc, face à cette situation coloniale sur le plan économique, politique et social, pour notre mouvement, Kaubuntu, le colonialisme est une maladie et l'antidote à cette maladie, c'est l'indépendance. Cela passe par une souveraineté alimentaire. Car comme l'a dit Thomas Sankara, l'impérialisme, ce sont les grains de riz importés et qui se retrouvent dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous devons mettre fin à cette dépendance vis-à-vis de la France et de l'Union européenne. Il faut que nous soyons dans une démarche de produire et consommer réunionnais. Ainsi, il nous faut la mise en place d'une agriculture vivrière qui passe par une diminution de la culture de la canne à sucre. La souveraineté alimentaire sera uniquement possible grâce à l'indépendance politique de notre pays qui va plus loin que l'autonomie alimentaire. Puisque la souveraineté alimentaire implique des décisions sur la politique agricole et alimentaire prises par le peuple réunionnais et non par l'Union européenne. Redonner aux Réunionnaises et aux Réunionnais le contrôle des terres, des semences et des prix. L'indépendance nous permettra de choisir ce que nous produisons et comment nous le produisons. En devenant indépendants, nous pourrons protéger notre marché, un enjeu crucial aujourd'hui, pour défendre les agriculteurs réunionnais contre la concurrence étrangère. Cette indépendance politique nous permettra d'accéder à une indépendance économique, car nous aurons le pouvoir de mettre en place une économie répondant aux besoins des Réunionnaises et des Réunionnais, avec une réappropriation de nos richesses agricoles et halieutiques, une industrialisation adaptée aux réalités de notre pays. Le futur État réunionnais mettra en place les conditions pour favoriser la création d'entreprises réunionnaises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une crise du logement à La Réunion et que la France n'est pas en mesure, en tout cas n'est plus en mesure ou ne le fait pas, de régler ce problème-là. D'ailleurs, certains parlent de bidonville moderne aujourd'hui à La Réunion, alors qu'on nous parle de 80 ans de départementalisation. Puis, au niveau de la gouvernance politique du futur État réunionnais, nous sommes pour la remise en place d'un pouvoir politique entre les mains du peuple, où les Réunionnais s'investissent concrètement dans la vie de leur pays en étant présents dans les instances de décision. Car aujourd'hui, ce qu'ils appellent démocratie représentative, c'est la confiscation par une élite politique du pouvoir de décision du peuple. Dans cette optique de redonner le pouvoir au peuple, nous avons lancé à Kaubuntu l'initiative d'une constitution pour ce futur État réunionnais où nous invitons les Réunionnaises et les Réunionnais à participer à sa rédaction. Car pour nous, l'indépendance se prépare maintenant. Puis, comme je l'ai dit souvent, l'indépendance, à travers ce que j'ai dit, c'est la reprise en main de son destin par le peuple réunionnais pour vivre dignement dans son pays. Et pour conclure, nous voyons que la départementalisation de la Réunion en 1946 n'a pas été la fin de la colonisation, mais cette colonisation a changé de visage. Le colonialisme français fait croire à notre peuple qu'il est là pour nous aider, alors que c'est faux. Les inégalités sociales, économiques ne cessent de croître. La jeunesse est touchée par la drogue, qui rentre sans problème, comme par hasard, dans notre pays.
Le système économique colonial fondé sur la dépendance empêche la Réunion de résister aux crises climatiques, économiques et géopolitiques présentes et à venir. Nous avons l'exemple du détroit d'Ormuz actuellement avec l'agression impérialiste qui est réalisée par les États-Unis et Israël vis-à-vis de l'Iran. Eh bien, dans les médias réunionnais, on commence à parler que ce blocage du détroit d'Ormuz et que si cette guerre continue à persister, eh bien cela créera une pénurie alimentaire et une flambée des prix qui va impacter la vie des Réunionnaises et des Réunionnais. Et donc c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est nécessaire que nous devenions un pays indépendant pour mettre en place un système qui permettra au peuple réunionnais de vivre dignement dans son pays et d'avoir le pouvoir de décision, au lieu de laisser un gouvernement qui se trouve à 10 000 km de nos côtes de nous imposer sa vision du monde, sa culture et son économie capitaliste. Dans cette lutte pour l'indépendance, nous avons l'obligation, nous, à Kaobuntu, de diffuser nos idées massivement pour contrer la propagande coloniale qui est inculquée au peuple réunionnais. Comme je l'ai dit, cette peur de la liberté, la complexe de l'infériorité, en lui disant que sans la France, eh bien, le peuple réunionnais ne pourra rien faire. Pour nous, notre lutte est liée à la lutte menée par nos frères et sœurs africains. Car comme l'a dit Arnaud, la Réunion, en tant que territoire d'Afrique australe, doit s'unir avec les peuples de la région. Et c'est le panafricanisme qui nous permettra d'accéder à cette souveraineté. Notre combat indépendantiste, c'est pour une Réunion libre, digne et souveraine. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté l'ensemble de la conférence. Donc maintenant, nous allons passer aux échanges. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions ou des observations à faire. Bonjour à tous et toutes. Moi du coup je fais partie de la Ligue, la Ligue anti-impérialiste, donc je fais partie de Ubuntu. Donc nous, on est une organisation internationale qui fait beaucoup de choses du coup pour lutter contre l'impérialisme et notamment d'organiser la solidarité avec tous les pays colonisés et tous les peuples opprimés par l'impérialisme. Et aujourd'hui, on considère qu'une de nos missions, c'est particulièrement d'organiser la solidarité avec le Liban qui se fait bombarder par les sionistes et par les États-Unis. Et donc je vous propose, je vais faire tourner du coup une cagnotte pour aider. On a des liens avec les camarades là-bas, notamment une association de bénévoles qui fournit de la nourriture, des vêtements et des biens de première nécessité aux familles du coup au Liban. Donc voilà, je fais tourner dessus, il y a des photos un peu de ce qu'ils font concrètement là-bas. Donc allez-y, je vous laisse faire tourner la cagnotte du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc comme je l'ai dit, on passe aux échanges. Donc oui, il y a une question là-bas.